J'ai fait une licence en assurance banque finance et après je suis allé me spécialiser en banque finance. Quand j'ai fini, j'étais en banque, mais c'était ennuyant pour moi parce que je ne trouvais pas au fait. J'étais en banque, c'est là où tout le monde rêve d'être. Moi j'y étais, mais je ne me sentais pas à l'aise. Si vous voyez que le coaching a eu de l'essor, c'est parce que la médecine conventionnelle a échoué à quelque part. Les gens n'ont pas eu de solution. C'est parce que la religion a échoué à quelque part. Les gens ont fait recours à des religions, eux n'ont pas eu de solution. Le coach n'a pas à dire je te conseille. Le coach n'a pas à dire je sais que ça c'est bon pour toi. Non, le coach t'amène toi-même à découvrir ta propre solution à travers des questions. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte au fait des solutions à un problème qui existe. Quand tu veux entrer dans l'entrepreneuriat, pose-toi la question, qu'est-ce que je viens pour résoudre? Si tu n'as pas trouvé ce que tu viens pour résoudre, change de domaine parce que tu n'es pas fait pour entreprendre. Comme les gens sont habitués à se distraire, pourquoi ne pas les distraire et en même temps en leur donnant de la connaissance? Bon, c'est ce que nous, on compte faire également à travers notre conférence ici. Quelle est la différence entre celui qui vend l'eau et qui meurt dans la pauvreté et celui qui vend l'eau et qui construit les étages, c'est les cours. Est-ce que vous voyez? Et ça, nous allons mettre à leur disposition. Et quiconque applique verra un changement fondamental dans sa vie. Coucou la famille, bienvenue sur Chemin du Succès, le podcast qui vous conduit vers la réussite. Aujourd'hui, je reçois Issa Démé, jeune entrepreneur burkinabé, coach quantique et écrivain. Présent au Mali pour sa conférence placée sous le thème « Se connecter à la fréquence de la réussite » qui se tiendra ce samedi 8 février 2025 à l'Hôtel de l'Amitié de Bamako. J'ai échangé avec Démé sur des questions que vous vous posez tous les jours, notamment quelle est l'importance du coaching dans notre société, quels sont les codes de la réussite et de la richesse, mais aussi et surtout sur les opportunités qu'offre la création de l'AES aux entrepreneurs de l'espace. Bon visionnage. Coach, bonjour. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Et vous-même? Ça va bien, Ok. merci. Ah. Alors, ça fait quelques jours que tu es ici. Peux-tu dire à nos followers quelle est la raison de ta présence au Mali? Ok, je suis là pour une conférence internationale sur l'éducation financière. Et la thématique que nous allons aborder, c'est comment se connecter à la fréquence de la richesse. Donc, c'est ce pourquoi je suis là, sous l'invitation de mes frères maliens, pour venir partager avec eux aussi ce que nous savons de l'éducation financière, ce que nous savons du domaine de la finance personnelle. Comment se connecter à la fréquence de la richesse? Vous aviez déjà écrit un livre sur ça, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet. Absolument, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et cela, bon, j'ai écrit le livre parce que les gens ont passé leur temps à parler de la finance d'entreprise et ils ont oublié la finance personnelle. Et d'autres vont se dire pourquoi au fait aller payer de l'argent pour apprendre à gérer son argent alors que lui-même, ils sont dans la pauvreté. Ils sont dans les difficultés à payer ses crédits. Donc, c'est tout ça qui m'a amené d'abord à réfléchir sur la thématique, comment se connecter à l'Africain de la richesse. Mais le thème même se connecter à l'Africain, c'est né sur quoi? C'est parce que dans mes recherches, je suis allé tomber sur le fait que tout a une fréquence et la richesse également a une fréquence. Donc, il est difficile de dire à quelqu'un ou d'aider quelqu'un qui est sur la fréquence de la pauvreté d'atteindre la richesse, comme il est difficile d'aider quelqu'un qui est sur la fréquence de la maladie d'avoir la santé. Donc, quelqu'un qui est sur, au fait, la fréquence de la misère d'atteindre la prospérité. Donc, on s'est dit que la pauvreté a deux dimensions. Il y a la dimension mentale et il y a la dimension matérielle et financière. Donc, lorsque la dimension matérielle et financière est résolue, sans une résolution de la dimension mentale, alors on n'a pas résolu. Nous, dans le quantique, on dit que toute amélioration que vous allez apporter à votre sphère extérieure et qui ne prend pas à l'intérieur de vous sera arbitraire et transitoire. Donc, lorsque on aide quelqu'un à améliorer son côté financier sur le plan extérieur, sans l'aider à régler le plan intérieur, cette transformation sera arbitraire et transitoire. Alors que la plupart des acteurs, la plupart des livres sur l'éducation financière classique prennent le temps de travailler sur le regard du monde extérieur et ils oublient au fait le monde intérieur. Nous, à travers au fait la manière d'enseigner notre éducation financière, qu'on appelle éducation financière option quantique, on ne va travailler sur le monde extérieur qu'à condition que le monde intérieur soit réglé. Et pour nous, le monde intérieur, au fait, le monde extérieur devient une conséquence. Lorsque votre monde extérieur est réglé, même si vous ne voulez pas la richesse va vous localiser.
Même si vous ne voulez pas l'argent viendra à votre poursuite. Donc, c'est pourquoi on dit que dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui courent derrière l'argent, il y a ceux dont l'argent court derrière eux. Qui voulez-vous être? Est-ce que vous voulez être la personne qui court derrière l'argent ou vous voulez que l'argent court derrière vous? Nous, à travers notre enseignement, on fait en sorte que l'argent court derrière les gens et non les gens qui courent derrière l'argent. On voit que vous êtes beaucoup plus axé sur le coaching quantique. Quelle est la différence entre le coaching quantique et le coaching classique que tout le monde connaît? Oui, le coaching classique est une façon en fait de coaching, mais que le coaching quantique, je l'ai créé. Faut dire que je suis le père fondateur du coaching quantique parce que avant c'était le coaching classique qui était là et qui était basé essentiellement sur les connaissances de développement personnel, développement personnel classique. Mais moi, je suis allé faire d'abord, hein, j'ai fait d'abord le coaching intégral, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. J'ai fait le coaching classique niveau 1, j'ai fait le coaching de vie, j'ai fait le coaching personnel et professionnel, j'ai fait de la numérologie et j'ai fait numérologie karmique, numérologie kabbalistique et j'ai fait au fait ce qu'on appelle de l'énergétique quantique. Et après, quand j'ai fini, j'ai d'abord commencé par le coaching classique, ensuite le coaching intégral, mais j'ai vu qu'il y a une certaine vérité que les gens ne disaient pas. La quintessence même de la connaissance. On nous donnait au fait les résultats, mais comment on obtient les résultats, on n'expliquait pas ça. Et c'est là maintenant, je me suis dit, mais attention, donc c'est qu'il y a quelque chose de caché. Et l'autre élément qu'on constatait, ceux qui nous enseignaient, on n'arrivait jamais à atteindre leur dimension parce qu'il y a une certaine vérité qu'ils cachaient. Et c'est là, dans mes recherches, j'ai tombé que, au fait, la source de la connaissance est le domaine quantique. Et quand j'ai cherché, je suis tombé que le quantique était à la base de toute création, mais la dernière création est connue. Donc, et j'ai créé alors le coaching quantique, qui est un mélange de spiritualité, un mélange de métaphysique, un mélange de la physique quantique, un mélange de l'épigénétique, de la biologie fondamentale et de la numérologie pour faire un tout. Et lorsqu'on te coach avec les connaissances quantiques, même si tu ne veux pas réussir, la réussite de vie, la réussite va te localiser et t'imposer. Donc là maintenant, on aidera l'homme. Vous savez, l'homme est subdivisé en trois parties. Si nous revenons en fait sur, ça dépasse trois. Mais si on revient sur la Trinité, l'homme est constitué de trois parties. Il y a l'âme, l'esprit et le corps. Donc dans le coaching classique, on va s'intéresser simplement peut-être au corps, alors que les deux autres parties, voilà, qui sont les plus importantes, sont négligées. Le quantique nous dit que la partie physique ne représente que 1% de l'être et la partie au fait, les deux autres parties, qui est l'âme et l'esprit, représentent 99% de l'homme. Mais lorsqu'on s'occupe de 1% et qu'on oublie 99%, comment vous voulez que les gens vivent en paix, dans le bonheur? Nous, dans le quantique, on ne va pas s'occuper de 1%, on va s'occuper des 99% afin que les 1% puissent bien se porter. Donc, voici de façon simple ce que c'est que le coaching quantique. Le coaching dans la description classique, tout comme vous l'avez expliqué dans le coaching quantique, ça englobe beaucoup de choses. Mais chez nous, surtout, beaucoup de gens voient le coaching comme une arnaque qui permet à certaines personnes de soutirer de l'argent à ceux qui ont beaucoup moins de connaissances. Oui, il faut dire que dans tous les domaines, il n'y a pas ce domaine, il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas ce domaine, il n'y a pas de faux. Il n'y a pas ce domaine aussi, il n'y a pas de bon. Donc, ça dépend de l'expérience que les gens ont vécue. Malheureusement, je suis d'accord. Peut-être que ceux qui sont venus avec le coaching, dans un premier temps, on fait un mélange du coaching avec le marketing, je dirais quoi, le marketing de réseau, on fait un mélange du coaching avec les plateformes d'investissement. Et comme ils arrivaient à aider les gens à être épanouis, et en même temps, ils étaient les leaders et ils essayaient de prendre les fonds de ces derniers-là pour mettre au fait dans ces différentes plateformes de marketing de réseau et beaucoup ont perdu. Il y en a beaucoup qui ont perdu, mais la base, c'était le coaching. C'était les acteurs du coaching qui faisaient la promotion de ces plateformes-là. Donc, ça fait aujourd'hui que quand on parle de coaching, tout le monde te voit comme un vendeur d'illusions, comme des gens en fait, qui sont là pour arnaquer. Alors que le coaching, dans sa forme normale, n'a rien à voir avec ça. Est-ce que vous voyez? Ça n'a rien à voir avec ça parce que le coaching vient aider une personne à pouvoir trouver des solutions par elle-même à ses propres problèmes. Vous, si vous avez des problèmes, que Dieu vous en éloigne, si vous venez me voir en tant que coach, moi, je dois voir en vous la personne qui détient sa solution. C'est-à-dire, vous avez votre problème. Et moi, mon travail, c'est de vous poser des questions afin que vous puissiez résoudre votre problème par vous-même. Maintenant, au-delà de ça, qui dit coach dit un leader. Si j'arrive à vous aider à résoudre votre problème, je deviens alors votre mentor, je deviens alors une personne ressource. Et tout ce que je vais vous dire, vous allez croire et accepter. Et c'est dans ça que nos aînés
On travaillait à avoir la confiance des gens parce qu'ils ont utilisé les outils du coaching, c'est pas du. Quand tu l'appliques, tu as des résultats. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on donne les outils, donc comme certaines personnes qui étaient dans des difficultés ont utilisé les outils, ils ont eu des résultats. Par conséquent, ils se sont, au fait, ils ont eu la confiance de ces derniers et ils les ont induits peut-être dans des histoires de plateformes qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas et beaucoup ont perdu assez d'argent. Donc, on prend maintenant cette image et encore le coaching. Ça n'a rien à voir. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui différencie le coaching Mhm. du mentorat ou de la thérapie? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Coaching, formateur, il y a le coaching, il y a le formateur, il y a le coach, il y a le formateur, il y a le mentor, il y a le conseiller, il y a le consultant. Ce sont des domaines carrément différents. La particularité du coaching par rapport aux autres domaines, c'est quoi? Un mentor, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui a de la connaissance et qui peut vous orienter. Voilà. Qui, à travers son portefeuille relationnel, à travers, au fait, son expérience ou à travers sa recherche, peut vous aider. Mais vous ne pouvez pas réussir dans ce sans avoir un mentor. Alors que le coach, le coaching dans sa forme normale n'est pas du mentorat parce que le mentor peut vous conseiller, alors qu'un coach ne doit pas conseiller quelqu'un. Un coach voit en un individu, sa propre solution. Donc nous, à travers, nous utilisons ce qu'on appelle la maturité socratique. La maturité socratique dit quoi? Que les questions sont plus importantes que les réponses et chaque réponse constitue encore une nouvelle question. Le coach n'a pas à dire je te conseille. Le coach n'a pas à dire je sais que ça c'est bon pour toi. Non, le coach t'amène toi-même à découvrir ta propre sur à travers des questions. Alors qu'un formateur, c'est quelqu'un qui connaît, qui a de la connaissance et qui vient quitter d'un point A à un point B à travers au fait, son savoir. Le coaching, c'est pourquoi nous on dit que le coach est défini comme quelqu'un qui ne connaît rien. C'est pourquoi il intervient dans tous les domaines. Le coach est polyvalent. Le travail du coach n'est pas compliqué. Ça va poser des questions comme le journaliste. Seulement que nous, on pose des questions en nous basant sur les outils. On pose des questions en orientant la personne jusqu'à ce que la personne passe toujours du doigt son propre problème pour savoir que les solutions, les problèmes qui sont en nous, les solutions sont aussi en nous. Et nous allons à travers des questions aider à tout. Donc, le mentorat n'est pas ça. Mais un coach peut devenir un mentor. Est-ce que vous voyez? Si vous avez aidé quelqu'un à résoudre un problème, et que la personne arrive à avoir confiance en vous, vous pouvez quitter le cadre du coaching pour prendre la personne comme un mentor. La personne peut vous faciliter au fait des accès à travers ce qu'on appelle ses contacts et tout ce qui s'ensuit. Vous ne faites donc pas, vous ne façonnez pas l'avenir des gens comme beaucoup le pensent. Vous les aidez eux-mêmes à trouver les solutions à leurs propres Non, problèmes. on ne détient aucun miracle. C'est ça, souvent, certains pensent que les causes sont des charlatans. Nous, on ne détient pas de miracle. Non, nous, on voit chaque être humain comme étant la solution, son problème et sa solution. Et nous, on est là juste pour l'aider à trouver ses propres solutions, c'est tout. Voilà. Et ça, c'est un travail. C'est ça le travail. Ça va poser les questions. On voit la personne comme une réussite. Vous êtes une réussite. On dit l'homme est tellement bien conçu qu'il n'a besoin de rien que de lui-même pour réussir. L'homme est tellement bien conçu qu'il n'a besoin de rien que de lui-même pour pouvoir réussir. Mais les gens n'ont pas ça. Les gens pensent que c'est des facteurs extérieurs qui viendront leur permettre de pouvoir réussir. Alors que non, c'est les ressources internes qui sont en vous que vous devez réveiller pour pouvoir réussir. Je n'ai besoin de rien que de moi-même. Vous n'avez besoin de rien que de vous-même. Et qui doit vous aider maintenant à vous surpasser? C'est un coach. Vous ne pouvez pas réussir dans la société sans coach. Tous les présidents américains ont des coachs. Tous les grands ont des coachs. Donc pourquoi vous aussi, vous n'allez pas? Aujourd'hui, la page du coaching n'est pas encore connue en Afrique. C'est pourquoi on traite les coachs de tous les mots. Mais personne ne peut réussir sans un coach. On dit quoi? L'US disait dans son livre, Le jeu de la vie, que personne ne peut réussir sans qu'une personne ne lui dise je crois en toi. Ça peut être un parent, ça peut être votre maman, votre papa, un ami. Mais le coach d'office est formé à croire à tout le monde. En fait, c'est quelqu'un qui vient donner de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir, qui vient donner de l'espérance où il n'y a plus d'espérance, qui vient là où on pense que c'est l'échec, qui vient dire qu'ici, là, il y a du succès. Ça, c'est le coach. Parce que partout où nous sommes, on voit des mines d'or. Est-ce que vous voyez? Et là, ça, c'est le travail du coach. Vous travaillez beaucoup avec les entrepreneurs de différents domaines. Mhm. Vous êtes vous-même entrepreneur. Comment vous avez fait pour trouver votre voie? Est-ce que le coaching, c'était quelque chose de prédéfini pour vous Oui. ou il y a eu un déclic? Comment ça s'est passé? Oui, pour moi, je suis passé par beaucoup. C'est vrai que le coaching, c'était quelque chose que j'aimais. Moi, j'ai à la base banquier de formation. J'ai un master 2 en banque finance.
après une licence en métier et En- art et métier. Oui, la licence était à C'est quand même l'IBAM. une transition particulière. Oui, l'université, c'était Institut burkinabé des arts et métiers Mhm, de l'IBAM au Burkina, où j'ai fait une licence en assurance banque finance. Et après, je suis allé me spécialiser en banque finance. Voilà. Et mais ça, après ma licence, que me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, quand j'ai fini, j'étais en banque, mais c'était ennuyant pour moi parce que je ne trouvais pas au fait. J'étais en banque, c'est là où tout le monde rêve d'être. Moi, j'y étais, mais je ne me sentais pas à l'aise. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai quitté, je suis allé ouvrir un secrétariat, et j'ai commencé à animer des formations. Le jour qu'on m'a appelé pour un recrutement, je suis allé faire le test de recrutement. J'étais le premier dans le test. Et quand on nous a appelé pour signer le contrat, je suis dit au directeur des ressources humaines, il dit, je ne vais pas signer. Il m'a regardé avec les yeux pour dire, mais tu veux faire quoi? Pourquoi? Là où tout le monde cherche pour rentrer, à toi, tu dis, non, je vais aller faire. Il dit, je vais le faire. Il dit, je vais aller faire la formation. Et j'ai commencé par le métier de formateur. Et le coaching m'a rattrapé après. So, j'ai commencé en tant que formateur. Mais après, tel que j'intervenais, tout le monde commençait à m'appeler coach. Et là, maintenant, j'ai dit, je ne suis pas coach. J'ai cherché à comprendre ce que c'est que le coaching. Et quand je suis allé découvrir le coaching, j'ai compris que c'était un métier assez intéressant. Et je suis rentré là-bas. Et quand je suis rentré, j'ai tout abandonné pour me consacrer maintenant à ça. Voilà, donc voici comment je suis rentré dans le coaching. Aujourd'hui, selon toi, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs au Burkina en particulier et comment le coaching peut les aider à surmonter ces défis-là? Déjà, l'entrepreneur, c'est d'abord c'est un rêveur. C'est un rêveur. Il faut rêver. Et l'entrepreneur, c'est un voyage sans destination. Tout ce qu'il faut faire, c'est de profiter du voyage. Ça, c'est le premier point. Maintenant, l'élément le plus important, c'est qu'on n'entreprend pas parce que par nécessité. On n'entreprend pas au fait parce qu'on n'a rien à faire. On n'entreprend pas amour. Est-ce que vous voyez? Le premier élément d'abord de l'entrepreneuriat, c'est pas amour. On dit personne. Faire ce que l'on aime. Faire ce que l'on aime. Aimer ce que l'on fait. Et aimer ce que l'on est sont les trois clés du succès. Donc, lorsqu'une personne fait ce qu'il aime, il aime ce qu'il fait, et il aime ce qu'il est, il ne peut pas ne pas réussir. Alors que dans le contexte entrepreneurial aujourd'hui, les gens sont formés. Et comme ils n'arrivent pas à avoir de l'emploi, ils se lèvent pour aller essayer. L'entrepreneuriat est tellement important qu'on ne va pas essayer. Aller essayer l'entrepreneuriat, c'est se moquer de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneur vous sonne très mal. Donc, il faut entreprendre d'abord par amour. Il y a 4 caractéristiques pour moi qui définissent un entrepreneur. Première caractéristique, c'est la créativité. Deuxième caractéristique, c'est l'innovation. Troisième caractéristique, au fait, c'est le réseau. On appelle la collaboration. Et la quatrième caractéristique, c'est ce qu'on appelle l'opportunité. Donc, il faut être créatif, il faut pouvoir innover, il faut avoir un réseau et il faut également pouvoir saisir les opportunités. Sans entrer dans les détails, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte au fait des solutions à un problème qui existe. Quand tu veux entrer dans l'entrepreneuriat, pose-toi la question, qu'est-ce que je viens pour résoudre? Si tu n'as pas trouvé ce que tu viens pour résoudre, change de domaine parce que tu n'es pas fait pour entreprendre. Alors que les gens entreprennent sans savoir quel est le problème qu'ils sont appelés à résoudre. Moi, je suis venu dans le coaching parce qu'il y a un problème. Et je suis en train d'apporter des solutions à ça. J'ai au fait aujourd'hui un centre de certification de coach. Voilà, je peux dire l'un des meilleurs centres de certification de coaching au Burkina, où on forme des coachs pas possible à l'intérieur. Parce qu'il y avait ce problème-là. Il n'y avait pas un bon centre au fait qui formait des coachs. Je suis venu, j'ai dit, bon, moi j'ai une capacité intellectuelle. La chance que j'ai, c'est d'être au fait diplômé de 3 masters. Je peux utiliser ces connaissances-là pour concevoir des modules et former au fait des coachs qui seront influents. Et on a atteint cette solution. Donc, je sais où je vais. Est-ce que vous voyez? Alors que la plupart des gens se lancent et ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Ah, j'allais vous poser la question, parce que ce qui est aussi important dans l'entrepreneuriat, c'est avoir la vision. Mhm. Mais vous ne l'aviez pas évoqué. Oui, quand je parle de rêve, je vous explique. Mhm. Le rêve crée la vision. Et la vision amplifie le rêve pour encore créer la vision. J'ai mon premier livre, c'est sur l'entrepreneuriat. Oui. Mes premières formations, c'est sur l'entrepreneuriat. Mes premiers voyages, c'était sur l'entrepreneuriat. C'est après que j'ai viré à 180 degrés pour venir au fait dans le domaine quantique. Quand on parle de rêve, on ne peut pas rêver sans vision. C'est le rêve qui va créer de la. C'est pourquoi j'ai parlé d'abord de rêve. Mhm. Pour rêver. Et le rêve va entraîner ce qu'on appelle la grande
la vision. Et la vision va naître de quoi? De l'ambition et tout ce qui s'ensuit. Donc, dès lors qu'on a le rêve, alors la vision doit s'ensuivre forcément. Alors, est-ce que tu peux partager avec ceux qui nous suivent une, euh, une expérience que tu as eue Mhm, avec un de tes clients mhm. où ton coaching l'a vraiment aidé à avoir des résultats positifs, qui a vraiment eu un gros impact sur sa vie ou sur ses entreprises? Ça, c'est assez beaucoup quand même. C'est pas à chaud. Qui je vais prendre? J'ai encadré beaucoup de cadres, voilà, dans des grandes structures qui avaient des difficultés à pouvoir, au fait, se relever. J'ai aidé aussi beaucoup de personnes qui avaient des rêves pour entreprendre, qui ont beaucoup entrepris. D'autres qui voulaient être des conférenciers, qui sont devenus des conférenciers internationaux. Il y en a assez, assez, assez. Bon, le problème, souvent, quand on dit de parler de ces exemples, il y en a assez quand même. Même actuellement, voilà, il y a une aujourd'hui, coach Eva Sanou, qui va saluer en passant, voilà, qui avait le rêve d'être aujourd'hui une conférencière et puis une coach internationale. On l'a reçue, on l'a encadrée et aujourd'hui, elle fait le plateau. Les plateaux, elle anime ses formations et ses conférences. On avait une grande dame d'une structure aussi internationale qui avait du mal à pouvoir, qui a été nommée à des postes de responsabilité et qui avait du mal. On l'a aidé à pouvoir s'en sortir. On a eu des gens qui étaient malades. Voilà. À travers nos coachings qui sont aujourd'hui en bonne santé. Est-ce que vous voyez? Et le coaching joue également Ah, à ce niveau-là. yeah, absolument. Toutes les maladies ne se soignent pas à l'hôpital. Le coaching guérit. Vous savez, cette dame faisait quoi? Mm. Elle souffrait de saignement. Elle allait même en Italie pour se faire soigner. Ça n'a pas donné, mais le coaching a résolu ça. Comment? Comment? Simplement. Attendez la parole. Attendez la parole. Le coaching est exceptionnel. Il Ces faut, saignements étaient dus à, en fait, à des blocages psychologiques. psychologique, que la médecine ne peut pas intervenir, puisque il y a des gens qui ont des problèmes émotionnels. Je vous donne l'exemple d'une dame qui était émotionnelle. À chaque fois qu'elle prend une grossesse, ça coule. Ils ont fait les examens fatigués. À chaque fois qu'elle prend une grossesse, ça coule. Jusqu'à ce que le monsieur va se confier à un coach qui analyse la dame et se rend compte alors que la dame a un problème émotionnel. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à gérer ses émotions. Et les émotions jouent négativement sur la grossesse. Donc, à chaque fois que la dame tombe enceinte et que le mari fait quelque chose et qu'elle est stressée, est-ce que vous voyez, et qu'elle rentre dans ces états, alors la grossesse coule. Dans ce genre de conditions, on appelle le monsieur, on lui dit, ta femme là, elle est beaucoup émotionnelle. Pour que tu puisses avoir un enfant, alors rends-la heureuse quand elle tombera enceinte. On a résolu le problème, on n'a pas résolu. Mais la femme a accouché. Ça, c'est le coaching. Et les médecins n'ont pas vu. Ouais, parce que là, c'était un problème psychologique. Psychologique. Voilà, c'est pourquoi on dit que si vous voyez que le coaching a eu de l'essor, c'est parce que la médecine conventionnelle a échoué à quelque part. Les gens n'ont pas eu de solution. C'est parce que la religion a échoué à quelque part. Les gens ont fait recours à des religions, eux n'ont pas eu de solution. C'est parce que aussi la médecine traditionnelle a échoué à quelque part. Les gens ont fait recours, ils n'ont pas. C'est pourquoi le coaching est ressorti. Ici, vous voyez que les premiers coachs ont eu les gens et on parlait d'un arc, ont Mhm. pu au fait amener les gens à perdre beaucoup, c'est parce qu'ils étaient considérés comme une source d'espoir. Est-ce que vous voyez? Là où, en fait, les gens ont essayé toutes les solutions, n'ont pas pu, jusqu'à ce que d'autres même se rebellent contre Dieu, parce qu'ils ont tellement prié que ça n'a pas donné. Ils ont fait tout. Et là, quand vous venez, alors qu'un coach vous donne une formule, et que vous appliquez de façon simple, il n'y a pas d'incantation là-bas, il n'y a pas de quoi, vous appliquez, ça marche, alors ce dernier devient ton Dieu sur terre. Mais est-ce que là aussi, c'est pas parce que euh, tout ce qui touche à la santé mentale, c'est un peu diabolisé en Afrique? C'est mal vu, par exemple, d'aller voir un psychiatre ou un psychologue, alors que ça ne veut pas forcément dire que tu es fou. Les coachs, dans ce cas-là, par exemple, dans le cas de la Mhm, dame que tu as cité en mhm, exemple, ça aurait tout à fait pu être le travail d'un psychologue. mhm. Mais c'est mal vu dans nos sociétés. Oui, oui. Maintenant, c'est pas aussi tout que les psychologues résout, hein. Voilà, voici psychologue, conseiller conjugal et tout ce qui s'ensuit. Et tous, à quelque part, ils n'ont pas réussi à résoudre tous les problèmes. C'est pourquoi le coaching est né. Est-ce que vous voyez? Le coaching vient comme un. Le coaching, nous, dans le coaching, c'est quoi? Moi, aujourd'hui, je peux causer avec un médecin. Parce que pour être coach, il faut avoir des connaissances. Je vous parler des expériences de docteur Carl Simonton dans la cancérologie. Je vous parlerai au fait des expériences de docteur Joe Dispenza en tant que neurosciences. Je vous parlerai au fait de beaucoup
d'expérience. Je parlerai aussi des expériences de Freud en tant que psychanalyste. Je parlerai des expériences de certains psychiatres. Le coaching, c'est un mélange de tout pour permettre à un individu d'être lui-même. Donc, à quelque part, c'est pas tout que les connaissances conventionnelles résolvent parce que l'homme même, en fait, ce que j'étais en train de vous expliquer, il y a une partie cachée à l'homme que si ce n'est pas à travers le coaching, vous ne pouvez pas toucher, qui est l'âme et l'esprit. C'est vrai si vous voyez un peu. Donc, tout ce qui est comme conventionnel, tout ce que vous avez cité, la médecine, les psychiatres et tout ce qui s'ensuit, voilà, vont toucher la partie visible, alors qu'il y a une partie invisible qui est l'âme et l'esprit. Et c'est le coaching qui peut résoudre ça. Au commencement était la parole. Donc, et la parole était Dieu. Vous êtes Donc, nous, on beaucoup utilise la parole. vous êtes beaucoup dans la spiritualité. Pas beaucoup dans la spiritualité, c'est pour vous dire qu'on utilise tout. Mhm. Même moi, je suis musulman, mais je lis la Bible. Voilà, je cite les versets bibliques qui disent C'est que la science. c'est la science, voilà, qui dit que la parole prononcée ne montera pas au ciel sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Est-ce que vous voyez? On touche à du tout pour permettre aux gens d'être en paix avec eux-mêmes. Aujourd'hui, avec la situation politique que traversent nos pays, que ce soit le Mali, le Burkina, la Guinée, et la formation de l'AES, comment pensez-vous que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs aujourd'hui de ces différents pays peuvent conjuguer leurs efforts afin de pallier à certains défis auxquels ils sont confrontés? Parce que nos pays ont en majeure partie les mêmes réalités sur le plan entrepreneurial. Oui, c'est la même réalité. Mais déjà, moi, parce que moi, je suis là. Je suis là. Voilà, dans le cadre au fait, de mon entreprise, je suis là dans le cadre d'une collaboration avec mes jeunes entrepreneurs ici. Mhm. Voilà, donc déjà, moi, ce que j'aurais souligné très rapidement pour ne pas oublier, c'est de faire en sorte que la question de la libre circulation des biens et des services au niveau des personnes au niveau de la UE soit une réalité. Mhm. Ce qui n'était pas une réalité au niveau de la CEDEAO. Il faut voyager pour comprendre que c'est juste théorique. C'était très, très compliqué. C'était très, très compliqué. Donc, et aussi, qui travaille aussi à diminuer les questions de corruption sur la route. Tu sors de chez toi, ton cœur bat. Ça veut dire quand tu veux traverser, tu vas faire sortir de l'argent jusqu'à ce que tu arrives à destination. Et ça, c'est dans toutes les frontières, Dans toutes les, bizarrement. les Parce que frontières que moi j'ai, oui. peu importe d'où tu pars, si tu quittes Ouaga pour Bamako et que tu as des papiers burkinabés, tu sais que tu vas stresser jusqu'à ce que tu sois à Bamako. Si tu quittes Bamako pour Ouaga et que tu as des papiers maliens, tu vas stresser jusqu'à ce que tu arrives à destination. Et c'est une réalité. Une réalité, vice-versa. Soit tu te poses la question, on va te mettre dans des maisons parce que, bref, pour ne pas entrer dans les détails. Moi, je pense que ce problème-là, ils doivent résoudre ça le plus tôt possible pour que ça soit réellement un peuple. L'AES doit être un peuple. Et dans tous les cas, la question des, bon, d'autres disaient, la question des frontières et tout ça, on doit pouvoir permettre aux gens, en tout cas, de circuler en paix et dans la quiétude. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que ça va, les questions douanières aussi, si ça c'est résolu, alors vous allez voir que nous allons très facilement faire des échanges, ce qu'on appelle des échanges commerciaux entre les différents pays. Voilà, donc, mais déjà, nous, on cohabitait, que ce soit le Mali, le Niger, voilà, c'est le même peuple. C'est les Blancs qui sont venus nous diviser. Parce que quand on quitte le Burkina, on allait au Mali, c'est la même réalité. Quand on quitte le Mali, on va au Burkina, au Niger, c'est la même réalité. Donc, c'est le même peuple. Et si les autorités arrivent dans la vision dans laquelle ils ont créé cette confédération, voilà, qu'ils fassent en sorte aussi que les entrepreneurs puissent avoir une facilité, voilà, de voyager, une facilité d'échanger, vous allez voir que ça sera du top. Que tout ce qui a été mis sur les papiers puisse se concrétiser, qu'on passe plus à la pratique que de rester que sur les documents. Dans la théorie, voilà, que ce soit sur les papiers. Là, on ne va pas résoudre. On va revenir encore parce que nous, on attend un changement. Et le changement n'est pas seulement théorique, le changement doit être aussi pratique. Donc, et là, sinon déjà, entre les peuples, il n'y a pas de problème. Voilà, entre les peuples, il n'y a pas de problème. Vous êtes malien, vous êtes au Burkina, vous êtes chez vous. Moi, j'ai grandi avec les Maliens là-bas. Voilà, vous êtes aussi burkinabé, vous êtes au Mali, vous êtes chez vous. Moi, j'ai mon patron qui est là, qui est très bien à l'aise. Voilà, donc ça veut dire que si les politiques aussi arrivaient à résoudre ça, vous allez voir qu'on sera en paix. Et les autres vont nous envier par rapport. Si tu viens et que tu vois que les gens circulent en paix ici, vous allez voir qu'on va contaminer tous les autres pays et ça sera encore les États-Unis d'Afrique qui sont en train de naître comme ça. Est-ce que vous voyez? Ça aura un impact positif sur tous les autres pays qui sont à côté. Voilà, qui vont copier le modèle, au fait. Parce que tout le monde souffre. Mais personne ne veut prendre la décision de changer. Eux, ils ont osé. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'ils aillent au bout de ce qu'ils ont entrepris. On sait que c'est dur.
Mais les peuples aujourd'hui sont résilients. Voilà. Avec ce qui se passe, avec les difficultés, si les peuples arrivent à supporter, c'est parce qu'ils aspirent à un changement profond. Tout le monde est fatigué. Nous, on est un peu jeune peut-être, mais le peu qu'on a vécu là, ça nous révolte. Aujourd'hui, on a des gens qui sont là. Et nous, le travail que nous faisons dans le coaching, nous, on ne fait pas seulement le coaching pour nous, on fait aussi pour les peuples. Aujourd'hui, la question de la pauvreté n'est pas seulement... Quand on parle de l'Afrique, on dit que les Africains, nos sous-sols sont riches, mais nous-mêmes, les peuples sont pauvres. C'est une question de mentalité. Donc, si on arrive au fait à éveiller les consciences, vous allez voir que les gens vont commencer à comprendre qu'ils ont la capacité eux-mêmes d'exploiter leur sous-sol. C'est ça notre travail. Quoi qu'on dise, le coaching a eu sa place dans ce changement. Parce que nous, à travers les conférences que nous avons animées, les gens étaient préparés à se dire qu'il n'y a pas de changement sans douleur. Est-ce que vous voyez? On dit qu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de réussite sans souffrance et il n'y a pas de souffrance sans fin. Et les gens ont compris que cette souffrance peut prendre fin, raison pour laquelle ils acceptent de supporter. Et si on va toujours dans cette lancée-là, vous allez voir que ça ira pour le mieux. Mais ne penses-tu pas que cet éveil a encore beaucoup de chemin à faire pour cet éveil de conscience-là soit général? Parce que il y a, je dirais, 2, 3 ans, on commençait à voir que notre génération et ceux qui sont un peu au-dessus de notre génération avaient commencé à avoir un certain éveil de conscience qui nous donnait espoir, qui nous permettait de nous dire que oui, le changement sera pour très bientôt. Mais avec les réalités qu'on vit au quotidien, est-ce que cet éveil-là n'a pas encore besoin de beaucoup de travail pour qu'il soit encore plus général? Oui, au fait, je vous explique. C'était les dirigeants qui étaient le problème. Même si tu as la volonté et que tu arrives devant, on va t'amener en fait, c'est un système qui est mis en place. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est de prier Dieu, que Dieu donne longue vie à nos dirigeants pour qu'ils gardent toujours cette même mentalité-là. Si eux, ils arrivent au fait à être stricts, le reste va suivre. Donc, alors qu'avant, c'était quoi? C'est vrai, moi, souvent, je disais, souvent quand on causait, je disais aux gens, il faut qu'on arrive au fait un jour au pouvoir pour comprendre il y a quel diable là-bas pour faire que les gens changent. Quand vous écoutez les discours politiques, quand les gens font des promesses, et quand on les nomme, c'est comme un virage à 180 degrés. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la question que je vous dis, peut-être qu'on n'est pas intellectuel, peut-être qu'on est bête pour ne pas comprendre ce qu'il y a. Mais il y a quelque chose là-bas qui fait que quand il arrive, tout ce qu'il était en train de promettre là, ça change. Mais est-ce que ça ne touche pas un peu, par exemple, à la notion qui dit que dans 5 ans, tu seras la somme des 5 personnes les plus proches de toi? L'environnement influe probablement sur la personne. Non, ça n'influe même pas. Vous ne pouvez même pas réussir sans... C'est un rôle important sur, au fait... on dit quoi? Vous voyez, je vous explique quelque chose. L'environnement est pour 95% la cause de nos maladies. 95% pour la cause de notre pauvreté. 95% pour tout notre malheur. L'environnement y est pour ça. Et vous saviez que, pour expliquer simple, un enfant est programmé à 95% aussi par son environnement. Donc, c'est pourquoi je dis, si, quelle que soit ta bonne volonté, si l'environnement n'est pas propice, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais si on a des gens qui sont à mesure d'imposer cet environnement-là, c'est-à-dire que quand tu viens, tu es obligé de te conformer. Là, par exemple, nous, chez nous au Burkina, aujourd'hui, tout le monde suit la voie normale pour faire son papier. Si tu as mis, on t'attrape. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Est-ce que vous voyez, j'étais en train d'échanger avec un monsieur une fois, un responsable, et on lui dit, bon, on redresse ton entreprise si tu ne connais pas quelqu'un. Il a répliqué en même temps, il dit que ça c'était avant. Et maintenant, là, même si tu connais quelqu'un, puis tu joues là. Pour que tu le redresser, c'est quoi? Tu n'as pas payé les impôts. Voilà, et on vient pour te redresser, tu commences à négocier, puis tu donnes. Donc on dit, il dit non, avant c'était possible de ne pas payer et on va te laisser. Mais aujourd'hui, là, si tu t'amuses, là, on va te prendre, la personne aussi qui a fait la corruption pour toi, on va te prendre. Donc déjà ça permet, ça crée ce qu'on appelle une crainte dans le cœur des gens. Et les gens arrivent à être droits. Et si la loi est appliquée de façon rigoureuse, mais pas une loi définie pour les moins nantis, une loi qui s'applique aux moins nantis, une loi qui ne s'applique pas aux nantis. Si la loi s'applique à tout le monde, vous allez voir que les gens seront droits. Mais si les aînés sont droits, alors ceux qui sont derrière aussi seront droits. Mais si nous, on tente d'être droits, avant on échoue parce qu'on forme les gens, quand ils arrivent devant, ils changent. Maintenant, quand on forme,
Ceux qui arrivent devant appliquent la même chose, vous allez voir que ça va aller. Et vous allez voir quelque chose. Tous nos chefs d'État aujourd'hui sont des acteurs de développement personnel. Je prends le cas chez nous. Quand vous l'écoutez, vous savez, c'est quelqu'un qui a lu des livres de développement personnel. Et également, quand vous écoutez les dirigeants des autres pays aussi, vous allez voir que ce sont des gens qui sont cultivés en matière de développement personnel. Donc, comme on a des gens qui vivent à la même fréquence que nous, on n'a plus le choix que de continuer le combat également, d'éveil de conscience. On a du boulot à faire parce qu'il y a toujours certaines personnes qui sont là. Voilà. Mais moi, je dis bientôt, ils vont partir. Lorsque les lois sont votées, il fallait que les lois soient applicables à tous, aux nantis comme aux moins nantis. Alors que chez nous, en général, on voit que les lois s'appliquent aux moins nantis, mais ceux qui sont nantis, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Oui, c'est normal parce que les lois sont créées par les plus nantis à leur faveur. Je vois déjà, quand chaque gouvernement, Donald Trump est revenu, vous voyez comment il décret la signé en un seul jour. Il y a des lois à sa faveur. Est-ce que vous voyez? Tout à Donc, fait. quand vous allez voir que, et c'est notre malheur, tel président vient, il vote des lois qui le protègent. Maintenant, quand il descend encore, celui qui va venir, il va voter des lois peut-être qui vont faire sombrer l'autre et qui vont le protéger. Donc, mais c'est ça qu'on doit arrêter. Faire des lois qui s'appliquent à tout le monde. Est-ce que vous voyez? Si tu es en erreur, que la loi s'applique, que tu sois nanti ou moins nanti. Nous, on a assisté à quelque chose au Burkina Faso qui était très intéressant, le procès de M. Tiena. C'était très bien. En fait, c'était une victoire. Parce qu'en son temps, ça ne pouvait pas se faire. Est-ce que vous voyez? Mais ça a été public et ça a joué sur tout le monde. Quand tu veux poser un acte aujourd'hui, quand tu veux négocier, tu te poses la question, est-ce que ça va te rattraper après? Alors, et ça, ce sont des éléments que et si les pays arrivaient à implémenter ça, ça allait être intéressant. Donc, que la loi s'applique à tout le monde, que tu sois grand ou petit. Toujours en restant un peu dans l'aspect politique de nos pays, parce qu'on vit les mêmes réalités aujourd'hui, surtout Absolument. aujourd'hui beaucoup plus qu'hier d'ailleurs. Chez nous, par exemple, récemment, avec le nouveau gouvernement, on avait stoppé les aides étrangères, les aides européennes. Et aujourd'hui, il y a le projet de départ de l'USAID qui aidait aussi beaucoup les populations locales. Vous, votre travail, c'est de coacher les gens. Oui. Est-ce que, dans ce sens-là, vous avez déjà eu à coacher des personnes qui se plaignent de la situation politique et sociopolitique de nos pays par rapport aux difficultés d'échange, aux difficultés de faire prospérer leurs entreprises? Parce que, faut l'avouer, les aides extérieures, ça aidait beaucoup et ça jouait beaucoup sur le climat économique de nos pays. Oui, les aides aidaient beaucoup, mais c'est les aides qui nous sombraient aussi dans la misère, dans la pauvreté, dans le sous-développement. Thomas Sankara disait, il faut se départir de l'aide il faut se départir de l'aide, en fait, qui ne nous aide pas, en fait, bon, il faut qu'on puisse avoir de l'aide qui nous aide à nous départir de l'aide. Voilà. Tant que l'aide ne nous aide pas à nous départir de l'aide, ce n'est pas de l'aide. Est-ce que vous voyez? Et on dit, nous, en tant qu'acteurs de développement personnel, personne ne peut réussir en comptant sur du soutien. Les gens qui échouent sont des gens qui ont tout le temps des soutiens. Pour réussir, il faut te départir des soutiens. Donc, effectivement, vous savez que chez nous, beaucoup d'entrepreneurs ne peuvent pas sortir encore de leur maison. L'environnement économique est tendu. Il n'y a plus de fonds. Ces grands qui étaient là, qui finançaient, qui donnaient les marchés, sont en train de partir. Oui, parce que beaucoup de marchés provenaient des ONG Absolument. et Et puis voilà. Mais c'est la norme. On veut le changement, non? Le changement a un prix. Oui, mais il ne faut pas oublier aussi le fait que ces ONG étrangères-là et ces organismes étrangers avaient beaucoup d'impact au niveau local, surtout dans les zones oubliées par les États. Est-ce qu'ils avaient de l'impact? Vous saviez, il faut être dans le système humanitaire ou dans le système des projets pour comprendre que ces structures n'étaient pas forcément là pour nous aider, mais ils étaient là pour collecter des informations. Mais ça avait quand même un grand rôle dans la vie des sociétés, des communautés, Oui, dans les zones concernées. dans les zones concernées, c'est vrai. Maintenant que l'État a pris conscience qu'il parte et l'État va prendre en main. Mais est-ce que le départ oui. précipité, ça peut aider à ce changement-là? Est-ce que nos États sont prêts à se départir de ces aides? Parce que, par exemple, au Mali aujourd'hui, Oui. il y a beaucoup de régions
dans certaines zones, Mhm. c'est plus les ONG qui œuvraient pour le changement au niveau de ces communautés-là. C'est des zones, par exemple, où nos États ne Mhm. sont pas beaucoup présents. Ok. Non, en fait, si les gouvernements actuels ont accepté leur départ, c'est qu'ils sont conscients de ce qu'ils vont faire pour ces peuples-là. Parce que ces zones étaient abandonnées par les politiciens, entre griffes, parce que les aides, les ONG étaient là. Mais si les révolutionnaires, entre griffes, les dit des partis, c'est qu'ils sont prêts à assumer la responsabilité. Mais il faut qu'ils partent. Pour combien de raisons? Pour deux raisons fondamentales. D'abord, quand ils vont partir, le gouvernement va prendre ses responsabilités. Quand ils vont partir, la population sur place aussi va prendre sa responsabilité. Parce que c'est en s'asseyant et en comptant, en ayant à l'esprit qu'il y aura des gens qui vont nous aider qu'on ne s'en sort pas. Est-ce que vous voyez? Donc, on n'a pas besoin d'eux. Nous avons besoin de nous-mêmes pour pouvoir en fait, nous réaliser. Est-ce que vous voyez? Et vous allez voir aujourd'hui que leur départ, que ce soit en parlant des ONG et tout ce qui s'ensuit, des entreprises et tout ce qui s'ensuit, les présidents de fait des ONG n'étaient pas là pour rien. Ils sont là pour vous imposer. Absolument. Ils vont être leur présence, c'est en contrepartie de quelque chose. Mais est-ce que ce que nous on donnait en contrepartie, là, si on utilise, on peut se développer avec? C'est ça la réalité. Est-ce que vous voyez? Donc, et il faut qu'ils partent pour qu'on assume. Pourquoi ils ne veulent pas partir aussi? Vous êtes là pour aider des gens. Ceux dont vous aidez vous disent partez. Vous vous dites non, on ne va pas partir, on va laisser vous aider. Mais si on dit qu'on a besoin de votre aide, Souvent, l'aide est plus forte que la demande. hein? Non, c'est pas ça. Il faut qu'ils partent. S'ils partent, au fait, on va souffrir un temps et on va pouvoir s'en sortir. Est-ce que vous voyez? C'est pas eux seulement, c'est pas les ONG seulement. Même les grandes entreprises, au fait, d'autres sont en train de partir. Ces grandes entreprises vont partir, c'est pourquoi l'avantage pour nous, pour revenir à la question des entrepreneurs de l'AES, un très grand avantage parce que nous-mêmes, on va exécuter nos marchés. Est-ce que vous voyez? Nous, et on va imposer des normes. Par exemple, on va dire que pour faire un bon goudron, une voie asphaltée, un bon goudron, il faut que ça soit une entreprise qui vient de l'extérieur. Notre président a dit, par exemple, aux gens, ce sont nos entreprises qui feront nos routes. Mais la possibilité de continuer à exploiter au Burkina dépendra de la qualité de ton travail. On te donne un marché. Si le marché est mal exécuté, tu n'auras plus de marché encore au pays. C'est ça, vous voyez un peu. On te met à l'écart. On te met à l'écart. C'est-à-dire, toi, on va te retirer ton permis d'exécution. Même aujourd'hui, même les mines, on retire les permis d'exécution des mines. Donc, ça veut dire qu'on va consommer chez nous. Hein? Mais on va aussi imposer la qualité à nos acteurs parce que tout le monde était convaincu à un certain moment que l'Africain, c'est la médiocrité. Alors que nous sommes aussi intelligents. Très, très intelligents. Mais c'est parce que tout simplement, on se dit qu'il y a d'autres personnes qui doivent venir faire le meilleur pour nous. Non, mais en fait, je pense qu'on est intelligent, mais est-ce que on a envie de faire les efforts nécessaires pour mettre en place cette intelligence-là? C'est ça, on nous impose maintenant là. La qualité de ton travail va définir en fait si tu dois continuer à exploiter ou pas. Est-ce que vous voyez? Même nous, même les médias. Si on dit aux médias aujourd'hui que la qualité de vos images dépendra, soit vos images sont de bonne qualité, soit on ne diffuse pas, vous allez voir que tous les médias vont changer. C'est qu'il y a beaucoup de médias qui vont fermer entre-temps aussi. Et ça, vous savez que c'est bien? Oui, ça aide à faire le tri un peu dans la pouponnière, c'est important. C'est ce que comment on appelle, le domaine des assurances, l'autorité au fait de l'UOMOA qui gérait les assurances avait décrété en son temps en disant que pour être une assurance, pour ouvrir une compagnie d'assurance, il fallait avoir 1 milliard. Mais ils sont passés à combien? À 5 milliards. Et les fausses compagnies d'assurance, ils ont tous fermé. Ça, vous voyez un peu. Et ça a augmenté le coût. Ils ont augmenté le coût. Pour faire partir ceux qui ne sont pas à la hauteur. Et surtout ceux qui n'ont pas le niveau adéquat. L'autre élément, c'est d'amener les gens à ce qu'on appelle le fait une cohabitation, une fusion. Vous êtes là nombreux. Chacun fait des choses médiocres. Alors que si vous mettez votre force ensemble, vous faites quelque chose de qualité et d'unique. Donc, beaucoup de compagnies d'assurance ont fusionné. Ceux qui ne pouvaient pas tenir ont fermé. D'autres ont été rachetés. Et ça a permis d'assainir le marché, le marché des assurances. Donc, c'est ce que aussi l'État devrait faire, imposer une certaine qualité aux gens.
imposer certaines normes aux gens. Et vous allez voir que ça sera dur, mais on va y arriver. Est-ce que vous voyez? Il faut voir le sacrifice que les pays développés ont fait. Nous, on ne fait pas de sacrifice, là, c'est pourquoi on n'arrive pas. On va de laxisme en laxisme. C'est pourquoi on ne s'en sort On pas. se plaît dans la C'est médiocrité. plus complet dans la médiocrité, en croyant qu'on va changer. Donc, si cela est fait, je pense que c'est bon. Et le départ de ces organismes, c'est très bien. D'autres entrepreneurs vont souffrir, voilà. Mais je crois que à long terme, ça sera du bien. Parce que par ailleurs, est-ce que ce n'est pas aussi le moment pour Mhm. que les entrepreneurs africains puissent plus sortir de leur cocon et réaliser de grandes choses? C'est le moment. En fait, actuellement, je dis quoi? C'est dans la crise qu'on bat la prospérité. Celui qui ne s'est pas préparé dans cette crise-là, quand la crise va finir, c'est la misère qui va vivre. La prospérité, surtout dans la crise. Quand Covid-19 est venu, et d'autres sont devenus riches, d'autres ont été appauvris. Cette crise-là aussi est là. Il y a des entreprises qui sont en train de devenir riches, d'autres sont en train de s'appauvrir. Mhm. Maintenant, ta capacité, Napoléon, il disait que le cerveau humain contient plus d'or que le sous-sol. À chaque fois qu'il y a une crise, il y a une opportunité d'évolution. À chaque fois qu'il y a une crise, il y a une opportunité d'aller de l'avant. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à chercher ce qui nous permet d'aller de l'avant? C'est ça la question. Dans cette crise-là, il y a des gens qui vont se fermer. Ça, il y a d'autres même qui ont déjà fermé. Ça, c'est bon. Mais il y a d'autres aussi qui vont s'ouvrir. Est-ce que vous voyez? Donc, et ça, c'est normal au fait. Dans tout développement, il faut ça. Alors, tu voyages beaucoup. Tu vois les réalités dans les différents pays que tu as l'occasion de visiter pour les conférences, les séances de coaching et tout ça. Quelle lecture fais-tu aujourd'hui du secteur entrepreneurial africain? Oui, aujourd'hui, c'est un secteur en plein développement. En fait, ce qui manquait aux entrepreneurs africains, c'était la connaissance. C'était vraiment la richesse de la connaissance. Mais les jeunes qui sont en train de développer ont compris aujourd'hui. Vous savez, un Français ou un Américain participe tout le temps à des conférences. Voilà, il ne fait pas un mois sans participer à une conférence. Un Français lit en moyenne 15 livres chaque année. 15, ça dit qu'au minimum un livre par mois. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça qui leur permet d'être au devant. Le monde évolue à une vitesse exponentielle. Alors que les entrepreneurs avant, c'était quoi? Il y a un commerçant qui est venu me voir un jour, il dit, ah, coach, lui, il a un investissement de près de 200 millions. Mais ça ne va pas. Car avant, lui, il vendait énormément. Maintenant, il n'arrive pas à vendre. La première question que je lui ai posée, est-ce que tu as une page? Il dit non. Est-ce que tu as une page Facebook? Il dit non. Et tu vends comment? Qu'il est assis pour que les gens viennent à la boutique venir payer. Il dit ça, ce temps-là est révolu. Personne ne va aller à la boutique. Moi, je m'assois, je regarde l'article sur Internet, je commande, on me livre, je paye la livraison, je prends mon article. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un monde du digital. Donc, et le digital va avec quoi? Avec la chaîne de la connaissance. Et les jeunes ont compris qu'il faut aller à la chaîne de la connaissance. En fait, l'éveil de conscience est vraiment assez élevé aujourd'hui dans les pays africains et on est sûr d'avoir des entrepreneurs qui vont demain, au fait, faire la fierté de l'Afrique. Et comme aujourd'hui aussi, le consommation burkinabé est en train de prendre. Avant, les gens, pour pouvoir suivre des formations, prenaient l'avion pour aller au Maroc, pour aller en France. Mais aujourd'hui, je pense que chez nous, même le budget des voyages ont diminué. Vous allez suivre On les suit tout consultants. sur le net. Je vois quelque chose de... Vous voyez, pour montrer à quel point on était dans un pétrin. Et en français simple, en français familier. Mhm. Les gens prenaient, organisaient des formations au Maroc ou ailleurs, pour ne citer que ça. Ils votent un budget, ils prennent le billet d'avion et ils prennent un consultant ici pour aller les former là-bas. C'est particulier comme... Mais ils vont aller s'associer à un cabinet de là-bas qui va organiser. Mais celui qui va animer la formation, c'est un Burkinabé, un Malien, tout ce qui s'en suit. Mais combien de millions ils vont dépenser pour ça? Alors que l'État pourrait faire des économies pour ça. On dit aujourd'hui, puis c'est les mêmes consultants qui vont aller vous former là-bas. Alors on vous forme sur place. Ça nous fait un gain. Mais ça va jouer sur qui? Ça va jouer sur les travailleurs qui, au fait, comptaient sur les PRDM. Mhm. Ça va jouer aussi sur le cabinet de formation qui comptait sur ça pour avoir de l'argent. Mais ça fera quoi? Ça va constituer à augmenter le budget de l'État pour le développement. Et si l'argent qui va ressortir de cela est utilisé pour construire nos pays, je pense qu'on ira de l'avant. Et j'étais content quand je suis venu voir que chez nous, ils ont déguerpi presque les gens qui sont au bord des voies pour agrandir les voies.
Je vois que c'est le même processus aussi ici dans certains Ouais, quartiers. Ici, c'est pareil ici parce que l'occupation anarchique des voies, là, maintenant, ils sont en train de mettre un terme à tout et ça. voilà. On dégage et on élargit les Ah, voies. chez nous, c'est terrible. À la fois, ça fait mal parce qu'il y a des gens qui vont souffrir, il y a des gens qui vont chuter. Mais à la fois aussi, ça matérialise que ce que les gens, le contribuable est en train de donner, sera utilisé pour le développement de la cité. Tout à l'heure, tu faisais le lien entre la connaissance et la réussite. Tu avais même cité un exemple, les Européens, par exemple, qui lisaient 15 livres en moyenne par an. Aujourd'hui, en Afrique, c'est beaucoup plus le divertissement qui est prôné, notamment sur les réseaux sociaux avec les influenceurs qui mettent beaucoup plus en avant les contenus qui font la promotion de danse, de musique et tout ça. Mais de plus en plus, on voit que les gens vont vers les concerts éducatifs. Ce qu'on appelle les concerts éducatifs, c'est un peu l'une des raisons de ta venue ici. Quelle lecture tu fais de cet état de fait? Ok, oui, il faut dire que c'est normal si nos peuples, au fait, ont été orientés uniquement, au fait, à danser et à se divertir, à boire. Donc, aucun peuple, au fait, ne va se développer avec des gens qui ne passent le temps qu'à danser, à boire. Il faut que des gens qui sont en mesure de créer. Voilà. Et créer, on crée à travers la qualité d'information qu'on possède. Cela est dû au fait à l'algorithme des réseaux sociaux qui aujourd'hui, moi je suis sur les réseaux sociaux, ma page est là. On a du mal à avoir des abonnés en quantité parce que tout le contenu que nous partageons est sérieux et rentre dans le cadre de l'éducation. J'ai une autre page sur laquelle on fait du divertissement. On ne fait que couper les comédies Mhm. qu'on partage. Mais on peut partager ce que tu peux peut-être avoir avec la vidéo sérieuse en mettant $10, tu l'obtiens avec la vidéo de comédie en mettant $0. Donc, si moi aujourd'hui, j'ai été tenté et je veux avoir au fait de la visibilité, une visibilité qui pourra peut-être me peut donner de l'argent, je vais aller vers les contenus distraits que des contenus qui vous donnent du sérieux. Parce que les gens ne viennent pas. Ailleurs, les gens ont utilisé les réseaux sociaux pour s'instruire. Ici, nous avons utilisé les réseaux sociaux pour nous divertir. TikTok est utilisé en Chine dans le domaine commercial, dans le domaine éducatif, Mhm. alors que TikTok est utilisé en Afrique pour montrer, pour danser, montrer des choses extraordinaires et puis alors, rire, faire de la comédie, n'importe quoi. Donc, ça montre un peu le retard en matière je dirais quoi, de mentalité entre les pays développés et les pays sous-développés, dont on nous traite. Et c'est ce état de fait-là que nous devons résoudre. Le conseil éducatif dont vous avez fait cas est un conseil créé par Karamo, voilà, essentiellement, voilà, qui mélange distraction Mhm. et puis partage de connaissances. Voilà, nous, dans nos conférences, on le fait parce que on ne vient pas avec un artiste, mais une conférence qu'on fait aujourd'hui d'une certaine taille, on ne peut pas finir sans mettre la musique pour que les gens puissent se divertir. Parce que la musique a un but, la musique aussi a un côté métaphysique. Parce qu'à travers la musique, on peut soigner. À travers la musique, on peut guérir. À travers la musique, on peut rendre riche. Et à travers la musique, on peut rendre pauvre. Donc la musique a un côté thérapeutique et un côté métaphysique. Et si on arrive à l'exploiter, c'est pas aussi mal. Donc, en parlant de ça, les acteurs culturels vont se voir au fait attaqués. On n'a pas dit de la culture. La culture n'est pas forcément de la musique. La culture va au-delà de la musique. Mais lorsqu'on utilise la musique doit être utilisée pour éduquer, pour sauver, pour faire construire. Malheureusement, on n'est pas dans le cas. Donc, le conseil éducatif, c'est un peu ça. Et c'est un concept quand même qui est assez bien. Si les gens arrivaient à lier les deux concepts aussi, comme les gens sont habitués à se distraire, pourquoi ne pas les distraire et en même temps en leur donnant de la connaissance? Bon, c'est ce que nous, on compte faire également à travers notre conférence ici. Ça ne sera pas uniquement du sérieux. Nous allons aussi faire de la distraction, mais de la distraction intellectuelle, de la distraction au fait qui amène les gens à apprendre en Mhm. même temps. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez apprendre en reposant aussi le cerveau. Donc, d'où l'importance des conférences aujourd'hui. Ta conférence, je rappelle, c'est sur le thème se connecter à la fréquence de la richesse. Tu peux en dire un peu plus aux gens qui nous regardent? Ok, d'abord, la connaissance, se connecter à la fréquence de la richesse, c'est vraiment le thème de la conférence, comme on l'a dit.
Le but d'abord, c'est de régler le monde intérieur des participants. Il faut d'abord savoir quel est le rapport que tu entretiens avec la richesse avant de pouvoir commencer à chercher la richesse. Et aussi, nous allons leur montrer aussi que la richesse a des dimensions. Et la richesse a plusieurs dimensions, dont la richesse financière et matérielle est la 5e dimension. Mais les jeunes Africains ont été enseignés à chercher uniquement la 5e dimension. Ils n'ont pas été enseignés à chercher les 4 autres dimensions. C'est pourquoi on lutte jour et nuit sans avoir la richesse. Donc nous allons leur montrer le chemin qu'ils doivent emprunter pour que la 5e dimension, qui est la richesse matérielle et financière, soit une conséquence. Une fois que nous ferons cela, nous allons aussi leur montrer qu'aucun riche de ce monde-là n'a atteint la richesse sans une connaissance spirituelle, sans des codes spirituels. Nous allons mettre à leur disposition aussi des codes qui leur permettront non pas d'aller à la recherche de la richesse, mais que ce soit la richesse qui les localise. On dit que la richesse n'est pas quelque chose, n'est pas une promesse que l'on demande à travers la prière, mais c'est une alliance à laquelle on se conforme. Et pour se conformer à cette alliance, il faut avoir les codes. Donc nous allons donner les codes dans un deuxième temps pour leur permettre au fait de pouvoir manifester la richesse dans leur vie et non d'aller commander la richesse à travers le travail acharné. Troisième cas, nous allons maintenant leur donner les astuces pour que cette manifestation soit du concret dans leur monde extérieur. Donc chacun de nous fait déjà une activité. Comment faire en sorte que cette activité m'apporte pour que je puisse atteindre la richesse et la prospérité? Donc on dit quoi? Ce qui te manque, cherche-le dans ce que tu as. Chacun de nous a quelque chose. Donc nous allons leur donner les astuces pour que le peu qu'ils ont, qu'ils puissent tirer la richesse de là. Il n'y a pas un domaine qui rend riche et un domaine qui rend pauvre. Il n'y a que des hommes pauvres dans des domaines. Tous les domaines, quel que soit le domaine dans lequel vous allez vous lancer, vous allez pouvoir être riche. Il y a des gens qui ont vendu l'eau toute leur vie en poussant dans des barriques et ils sont décédés dans la pauvreté. Mais il y a des gens aussi qui ont vendu l'eau et qui ont construit des étages. Quelle est la différence entre celui qui vend l'eau et qui meurt dans la pauvreté et celui qui vend l'eau et qui construit les étages? C'est les codes. Est-ce que vous voyez? Et ça, nous allons mettre à leur disposition. Et quiconque applique verra un changement fondamental dans sa vie. Et si ces connaissances étaient données aux jeunes Africains très tôt, vous allez voir que nous allons tous atteindre la richesse très facilement et tout le monde sera prospère. Et ce sont ces recherches-là que les Américains, que les Français se partagent à travers les conférences et ils arrivent à atteindre la prospérité. Et ceux qui ont lu L'homme le plus riche de Babylone de Samuelson, Mhm. et il a clairement expliqué à l'intérieur que le Richard a été invité pour partager au fait sa connaissance avec tout le peuple afin de permettre à la ville de Babylone d'être la ville la plus riche à l'époque. Mhm. Si la connaissance est partagée à tout le monde et que chacun applique, il n'y aura pas de pauvre à quelque part. Tu as développé les grandes lignes un peu qui, qui feront l'objet de la conférence. Elle se passera où? Quelles sont les conditions d'accès à la salle? La conférence se passera à l'hôtel de l'Amitié, voilà, à partir de 9h, le 8 février 2025. C'est samedi à côté. Voilà, on a des packs parce qu'aujourd'hui, nous, on ne donne pas de tickets, on donne des packs et chaque pack a des avantages. Donc, on a le pack argent, le pack or, le pack diamant et le pack premium. Donc, le pack argent fait 10 000, le pack or fait 25 000, le pack diamant fait 35 000 et le premium fait 100 000. Donc, une fois que vous prenez votre ticket, il y a un package d'avantages qu'on vous donne. Quels sont ces packages-là? Ça dépend des tickets, ça va au fait de l'intégration à ma communauté d'un livre ou de 2 livres selon le pack. Voilà, et également un ensemble de vidéos, de formations que moi-même j'ai animées, qui vont jusqu'à 30 vidéos que vous pouvez avoir. Et également la participation à une formation privée sur les codes spirituels, la richesse que nous allons animer au-delà de la conférence. Et vous avez aussi 30% de réduction sur l'ensemble de mes certificats que j'anime. Donc, je vais profiter, animer des certificats à Bamako avant de partir, former des coachs quantiques avant de partir et des numérologues et des experts en soft skills aussi avant de partir. Donc, si la personne est intéressée, selon le pack qu'il a pris, il pourra avoir des avantages sur son inscription par rapport à ces certificats-là. Donc, tu as donné les codes pour qu'on réussisse. Absolument. Chers abonnés, je vous invite à venir avec moi. On va aller voir ce qui va se passer et on va tester les codes en question pour voir ce que ça donne. Ça donnera.
Ça Ça donnera. donnera. On dit dans le cantique que lorsque vous apprenez, en fait, le plus grand malheur des hommes, c'est parce qu'ils apprennent en doutant. S'ils apprenaient en sachant, alors tout allait marcher. Donc, je dois être convaincue avant de venir, c'est ça? C'est ce que j'essaie de me dire. Apprenez en sachant, Mhm. parce que on dit on n'apprend rien à quelqu'un. Nous ne sommes qu'une illusion que vous avez manifestée par votre désir de vous rappeler de quelque chose qui est déjà en vous. Le fait que je sois là ce soir, c'est parce que vous voulez vous rappeler de quelque chose que je suis là. Donc, je ne suis qu'une illusion que vous avez manifestée. Donc, ceux qui viendront sont ceux qui ont été appelés au rendez-vous. Celui qui n'a pas été appelé au rendez-vous, même sa volonté, il ne viendra pas. Donc, ceux qui sont appelés au rendez-vous, même si c'est demain qu'il aura l'information, ils seront là. Nous, dans le cantique, on ne force pas quelqu'un. C'est ton choix. C'est quand tu es appelé au rendez-vous. C'est une question de fréquence. Tous ceux qui seront appelés au rendez-vous seront là. Ils auront les codes et ils changeront. Avant de conclure, quelles sont, selon toi, les 3 principales qualités chez un entrepreneur? Ok, j'avais déjà cité, je dirais 4 qualités. D'abord, la créativité. Mhm. Créer, c'est aller vers l'inconnu. Créer, c'est avoir la capacité d'apporter quelque chose d'inconnu dans le monde du connu. Créer, au fait, c'est, on dit quoi, c'est faire, je dirais quoi, c'est être à mesure de pouvoir trouver des solutions à un problème. Première qualité. Deuxième qualité, c'est l'innovation. Innover, c'est faire un peu plus, un peu mieux. Donc, qui dit innovation dit quelqu'un qui est à mesure de copier une idée et d'améliorer. Alors qu'on définit un entrepreneur par qui? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est à mesure de créer une entreprise à travers une idée nouvelle ou une idée copiée et améliorée. Donc, si vous pouvez créer à travers une idée nouvelle, vous avez la créativité. Si vous n'êtes pas à mesure de créer à travers une idée nouvelle, alors vous devez avoir la capacité de copier et d'améliorer. Troisième élément, c'est essentiellement la collaboration. Vous ne pouvez pas réussir sans être dans un réseau de gens qui sont à mesure de dire, ah tiens, lui là, il est bon dans tel domaine, alors je vais l'envoyer. Lui là, il est bon dans tel domaine. En fait, il faut être recommandé. Et nous, on dit que le succès a 3 indicateurs. D'abord, on dit quoi? Il y a le mérite. Ensuite, il y a la reconnaissance et la recommandation. Si vous n'avez pas ces 3, alors vous n'êtes pas encore. Le premier niveau du succès, c'est d'abord le mérite. Deuxième niveau, c'est la reconnaissance. Troisième niveau, c'est la recommandation. Donc, si vous aviez un réseau, ça veut dire que vous êtes déjà au troisième niveau du succès, qui est du fait que quelqu'un peut vous recommander. Moi, je suis au Mali ici parce que j'ai un réseau et ces gens m'ont recommandé. Pourquoi le réseautage, c'est la clé du succès? C'est la clé du succès. Et après le réseau, maintenant, il faut le quatrième élément qui est l'opportunité. On dit Davido Oyedepo disait que celui qui est inopportun est infortuné car l'opportunité est la mère de la richesse. Celui qui est inopportun est infortuné. Alors que les opportunités abondent autour de nous, les yeux qui regardent sont nombreux, mais celles qui voient sont peu. Un entrepreneur qui n'est pas à mesure de saisir des opportunités est un potentiel chômeur. Est-ce que vous voyez, sans opportunité, vous ne pouvez aller nulle part. C'est pourquoi il va même vous dire que si les opportunités viennent vers vous, saisissez-la. Si les opportunités ne viennent pas vers vous, allez à sa recherche. Et si vous ne la trouvez pas, créez-la parce que vous avez le don de la créativité. Vous voyez que la créativité revient encore en quatrième position. Donc, et cinquième élément que je peux ajouter, c'est la compétence. Compétence, c'est un mélange d'expérience et de connaissances. Tu veux être un entrepreneur, va chercher à t'instruire. Tu veux être un entrepreneur, va te former. Tu as au fait 5 millions pour créer un projet. Enlève au minimum 500 000 francs, sinon 1 million. Va te former d'abord. Va chercher la connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, l'échec sera alors ta formation. Parce que le premier produit d'un entrepreneur reste sa propre personne. Absolument. Donc, c'est pourquoi il faut d'abord travailler sur qui je suis. Qui je suis. Si vous arrivez à savoir qui vous êtes, voilà, qu'est-ce que je connais, alors vous allez pouvoir vous en sortir. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci Issa d'avoir accepté mon invitation. C'est fait un plaisir d'échanger avec toi. Alors, est-ce que tu as un dernier mot Un pour dernier mes mot, abonnés? oui, d'abord, c'est vous dire merci aussi pour l'invitation. Vous m'avez manifesté par votre désir de vous rappeler de quelque chose qui est déjà en vous et je suis venu au fait de vous rappeler ce qui était déjà en vous. Donc, c'était un plaisir également et les questions aussi, les belles questions que vous m'avez posées aussi, c'était très intéressant. Le dernier mot, c'est de dire simplement aux gens d'aller à la recherche de la connaissance. Si tu souffres, quelle que soit ta souffrance, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. Et la connaissance se cherche où? À travers les formations, à travers les conférences et à travers les livres. Lisez, participez à des conférences, car on dit que connaître
est l'unique chose que lorsque tu la connais, te donne accès à toute chose. Si tu n'as pas toute chose, c'est que tu n'as pas la connaissance. Donc, va lire, va te former, va à des conférences. Merci beaucoup. Donc, je te dis à samedi, À samedi. Inch'Allah. Maliens, Maliennes, merci encore une fois d'avoir suivi ce podcast. Comme d'habitude, il est disponible en format vidéo sur Facebook et YouTube de la page InfoBrut et en format audio que nous appelons podcast sur Spotify et Apple Podcast. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.